Émilie Barucan, cela fait plus de 20 ans maintenant que vous êtes engagée corps et âme pour la défense de la forêt amazonienne, mais aussi des communautés autochtones du Brésil. Vous êtes ethnologue, spécialiste des cultures amazoniennes, mais au-delà de l'étude de ces peuples, vous avez fait le choix de partager leur vie 3 à 6 mois par an, notamment chez les Indiens Kayapo. Vous avez été adopté par la famille du grand chef Raoni, qui vous considère comme sa fille. Le chef Raoni, qui depuis les années 70 parcourt la planète pour alerter les décideurs de ce monde sur les dangers de la déforestation en Amazonie. Fasciné par les cultures et les sagesses de ces peuples, Kayapo, Guarani, Paresi, vous avez le désir non seulement de les protéger, mais aussi de les faire connaître. Vous publiez au Cherche Midi « Les gardiens de la forêt », un récit de ces années passées à leur contact, mais aussi de ce que vous avez reçu vous-même de ces peuples. Eh bien, c'est ce dont nous allons parler ensemble aujourd'hui, Émilie Barucan. Revenons un peu dans le temps. 2001, vous avez 21 ans, vous rencontrez pour la première fois le chef Raoni qui est de passage en Europe. On peut dire que cette première rencontre va changer votre vie? Oui, tout à fait. Donc déjà à l'époque, j'étais fascinée par ces peuples et je souhaitais vraiment m'engager pour leur défense, la protection de leur patrimoine culturel. Déjà à 21 ans? Bien avant même, déjà enfant, toute petite. Et puis ensuite, étudiante, donc à 21 ans, j'ai monté un projet d'études chez les Indiens Kayapo. Et 10 jours avant la date de mon départ, le chef Raoni, le plus grand chef des Kayapo, arrive en France. Donc c'était providentiel. Voilà. Donc j'ai été à sa rencontre. Ensuite, je lui ai parlé de mes idées, de mon projet, et il m'a proposé de m'emmener dans son village. Donc j'ai changé mon billet. En plus, je devais pas aller dans son village. Je devais aller dans d'autres villages très loin du sien. Donc finalement, j'ai changé mon billet. J'ai pris l'avion avec lui et il m'a emmené dans son village. C'est incroyable, il vous a ouvert les portes, en fait. Voilà, tout à fait. Ce n'est pas aussi facile que ça d'entrer dans ces... Alors, on dit quoi? On dit réserve, parce que c'est des lieux où ces communautés amérindiennes sont protégées. Leur terre. Leur terre, vous dites ça. Donc pas des réserves, comme on dit en Amérique pas ce du Nord. Mot-là. Et puis même, d'ailleurs, les réserves sont leur terre de tel peuple, comme nous, la France, par exemple, leur terre. Et je vous dis ça parce que il y a un organisme au Brésil qui s'appelle la FUNAI, FUNAI, F-U-N-A-I, qui est un organisme qui travaille pour protéger et collaborer avec les Indiens. Et il faut des autorisations de cette FUNAI pour aller rencontrer les Amérindiens. Et c'est vrai qu'à l'époque, je n'avais pas encore l'autorisation, mais j'y croyais tellement. Je me disais, bon, en arrivant au Brésil, voilà, j'aurai les autorisations, alors que parfois, certaines personnes attendent 1 an, voire 2 ans pour les obtenir, ou les obtiennent pas du tout. Et là, en fait, d'avoir rencontré Raoni, il m'a emmené à Brasilia, dans les locaux de la FUNAI, je l'ai laissé faire, j'ai eu l'autorisation, et ensuite, on est partis tous les deux dans un avion de la FUNAI qui nous a permis de survoler l'Amazonie, c'est ça. Voilà, et d'arriver jusqu'à son village. Cette rencontre avec ce chef est, selon vous, providentielle? J'insiste un peu sur cet aspect parce que c'est assez incroyable. Vous êtes aujourd'hui considéré comme sa fille. Il vous considère comme sa fille. J'ai vu quelques documentaires. Vous êtes complètement accueilli dans la famille. Vous êtes sa fille. Vous considérez que c'est votre père. Vous pensez que c'était votre destin quelque part d'être au contact de ce chef et puis d'être engagé comme vous l'êtes pour la préservation de la nature oui, en Amazonie? Je le pense. Et il n'y a pas de hasard? Je ne crois pas au hasard, non. Donc, en même temps, je crois aussi en le pouvoir de la pensée positive et le pouvoir d'accomplir ce que l'on souhaite par la pensée aussi. Et je crois au destin. Donc, parce que vous dites vraiment que votre vie a changé à partir de là. Bien sûr, c'est vrai que là, à ce moment-là, mon rêve d'enfant est devenu réalité. Donc depuis, ça fait 22 ans et je travaille auprès de ces peuples pour leur défense, pour la protection de leur patrimoine. Je parle la langue des Indiens Kayapo. J'ai sauvegardé une grande partie des savoirs menacés des Kayapo, du peuple de Raoni. C'est votre travail d'enregistrer, de filmer pour préserver cette culture. C'est ça. Après, je fais pas que ça, mais c'est vrai que c'est une grande partie. Et donc j'ai pu
Donc déjà identifier avec les anciens ce qu'il fallait vraiment enregistrer tout de suite, qui était en train de se perdre dans certains villages. J'ai passé beaucoup de temps auprès de ces anciens, certains sont déjà décédés, et grâce à tout ce travail, ils vont pouvoir réintégrer dans le présent, par exemple des cérémonies qui avaient été délaissées dans certains villages, et même protéger tout ce patrimoine pour les futures générations. Ça, c'est le travail que vous menez avec votre ONG, que vous avez créé l'année suivante, en 2002, vous avez fondé l'association Wayanga, justement, dont une des activités est de préserver cette culture, cette mémoire. Mais on aura l'occasion d'en reparler, Émilie Barucan. J'aimerais que vous nous emmeniez là-bas. Alors malheureusement, ça va être par l'imagination, ou vos descriptions. J'aimerais qu'on parte avec vous, on quitte la France, et l'objectif, c'est de se rendre dans le village du chef Raoni. C'est un long voyage. Vous pouvez nous décrire ce voyage? Alors, il y a plusieurs possibilités. Déjà, depuis la France. Donc, on va dire, allez, oui. Depuis le Brésil. On arrive au Brésil. On arrive au Brésil. Bon, par exemple, à Sao Paulo. Donc ensuite, il faut prendre un premier avion jusqu'à Cuiabá, la capitale du Mato Grosso. Et Mato Grosso, c'est une des provinces du Brésil. Un des États du Brésil qui se trouve au centre-ouest du Brésil. Et là, alors il y a plusieurs possibilités, mais par exemple prendre une voiture pour traverser tout l'État, donc on en a pour au moins 14 heures, pour arriver ensuite à même plus, à une petite ville, où depuis cette petite ville, là je prends une Jeep pour traverser la jungle. Donc, là il y a les pistes encore. Voilà, une piste. Là c'est la route, et là vous prenez la piste. Une piste en pleine jungle. Donc le trajet est long jusqu'à arriver au fleuve Xingu, qui est un fleuve qui traverse les terres des Kayapo. Et là, donc les Indiens viennent me chercher et je remonte le fleuve. En bateau, en barque. Voilà, en barque, jusqu'à arriver au village. Ou bien, autre possibilité, prendre un petit avion monomoteur pour survoler la jungle et jusqu'à arriver à son village. Metuktile. Là, vous arrivez dans un village, j'aimerais que vous nous le décriviez, parce que j'ai vu des images, j'ai vu la photo. C'est un village qui est circulaire, avec une grande case au milieu. C'est ça. Vue d'avion, on a l'impression que c'est un trou de golf, on va dire. Vous voyez, tout est vert et il y a juste un petit trou. C'est ce village. Le village est circulaire. Il ressemble un peu à une roue de charrue, on va dire. Donc, au centre se trouve la maison des hommes. Donc, c'est là que les hommes s'entretiennent pour parler de politique et également confectionner leur artisanat et prendre des décisions pour le village. Donc, cette maison... c'est l'axe, on va dire. C'est le moyeu de la roue. Cette maison représente le centre de l'univers. Elle est située sur une place sur laquelle ils ont enlevé toute végétation, alors sachant que ce sont des petits villages. Et ensuite, sur le pourtour, le cercle, se trouvent les maisons, donc le cercle résidentiel. Derrière, souvent des arbres fruitiers qu'ils ont plantés, et ensuite la jungle. Et alors justement, vous nous l'avez dit, tout autour, c'est la forêt, c'est la jungle. Là, on est vraiment sur le territoire des Kayapo. Parce que les Kayapo ont obtenu d'avoir un territoire qui est vraiment une zone réservée, une zone préservée, qui appartient à la communauté Kayapo. C'est ça. Ils ont combien de kilomètres carrés? Alors, leur terre fait l'équivalent de 3 fois la Suisse, ou près d'1,5 fois le Portugal. Donc ça fait à peu près 130 000 kilomètres carrés. Voilà. C'est immense pour une population d'à peu près 10 000 habitants. C'est ça. Sachant que leur territoire avant était beaucoup plus grand que ça. Donc, sachant qu'il faut rappeler que ce sont les premiers habitants, du Brésil. Donc les Kayapo sont parvenus, et notamment grâce à Raoni, à faire reconnaître ce territoire et à protéger ainsi cette forêt. Parce qu'à l'extérieur de cette forêt, il y a beaucoup de déforestation, de champs de soja. Donc heureusement que ces peuples sont là pour protéger la forêt amazonienne. Depuis 20 ans,
qui faisaient ce trajet, puisque vous passez entre 3 et 6 mois par an avec eux, vous voyagez très régulièrement. Vous avez vu les changements, vous avez vu cette fameuse déforestation de l'Amazonie dont on parle ? Bah oui, parce que justement, quand je parlais de l'arrivée à Cuiabá, ensuite de prendre une voiture pour traverser l'état du Mato Grosso, le long de cette route, à certains endroits, il y avait de la forêt. Maintenant, ce sont des déserts de soja. Donc, déserts de soja, c'est-à-dire des plantations de soja, qui ressemblent à des déserts. Oui, voilà, déserts de soja. Parce que ça ressemble vraiment à des déserts. Il n'y a pas un arbre, ou des fois juste un petit arbre. Vous voyez ? Et d'imaginer qu'avant, c'était la forêt avec des haras et des jaguars, c'est vraiment... Et que dit le chef Raoni quand vous faites le trajet avec lui ? Lui qui a connu cette forêt, lui il a 90 ans à peu près, il a vu tout ça. Qu'est-ce qu'il dit ? Comment il ressent tout cela ? Cette déforestation ? Ça le touche beaucoup. C'est pourquoi il lutte pour la protection de cette forêt et c'est pourquoi il est beaucoup venu en France et dans d'autres pays pour rencontrer les chefs d'État. Donc bien sûr que ça le touche et en même temps, c'est son combat. Donc il baisse pas les bras et maintenant son petit-fils Beptouk aussi reprend la relève et ils continuent dans leur lutte pour protéger la forêt et protéger la terre qu'ils ont pu faire reconnaître comme la leur. Visage, Thierry Lyonnais. Émilie Barucan, on va reparler de ces problématiques de déforestation, d'orpaillage au Brésil, on en reparlera dans un instant. Mais j'aimerais, comme vous le faites dans votre livre, Les Gardiens de la forêt, qu'on apprenne à mieux connaître leur mode de vie. Alors déjà, les peuples Kayapo, le peuple Kayapo avec lequel vous vivez, c'est un des nombreux peuples amérindiens, comme on dit, de l'Amazonie. Il y en a beaucoup d'autres, hein. Il y en a combien à peu près, on évalue ? Au Brésil, ils sont dans les 300. Donc Et avec leurs langues aussi, des langues différentes. Oui, avec des langues différentes. Des cultures, des langues différentes. C'est ça. Beaucoup de similitudes, bien sûr, au niveau culturel et parfois au niveau des langues, parce qu'il y a plusieurs troncs linguistiques. Et donc certaines langues se ressemblent, mais avec beaucoup de différences aussi. Alors, on a entendu parler de certains peuples qui ont été découverts il n'y a pas très longtemps et qui vivent totalement en autarcie, qui n'ont pas été contactés, comme on dit. C'est pas le cas des Kayapo. Les Kayapo sont en contact avec la population brésilienne ? Alors, les Kayapo, en fait, déjà, il y a des peuples isolés Kayapo. Sur les terres des Kayapo, sur lesquelles je me rends, il y a toujours des groupes isolés. Donc vous dites isolés, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de contact. C'est ça. Il n'y a pas de dispensaire, il n'y a pas d'école dans leur village, ils vivent en autarcie, ils sont complètement coupés du Brésil. Et ils ne veulent pas le contact, en fait. Ils ne veulent pas ? Non. Et la FUNAI, il les protège ? Oui, ça pour éviter le contact. C'est ça. Bon, alors, sous Bolsonaro, c'était pas vraiment ça. Maintenant, avec Lula, ça va être le cas de nouveau. Ça a été une parenthèse, hein, Bolsonaro, une triste parenthèse, car lui n'aimait vraiment pas les Indiens. Autochtones. Non, pas du tout. Après, les Kayapo, bien sûr, moi, je cherche pas à les contacter, mais les villages avec lesquels je travaille, donc vivent en pleine jungle, de chasse, de pêche, ils sont tous semi-nomades. Après, de temps en temps, il arrive que certains fassent des passages en ville, mais ils vivent toujours de manière bien traditionnelle. Ils vivent de manière vraiment traditionnelle. Donc vous dites, les Kayapo, c'est un peuple semi-nomade. Oui. Alors, on a un peu de mal à imaginer comment, dans la forêt, avec ce village que vous nous avez décrit, ce peuple est semi-nomade. Ça veut dire qu'il se déplace une partie de l'année. C'est ça. Notamment à l'occasion de grandes cérémonies, des fêtes de confirmation de noms, qui sont données en fait en l'honneur d'enfants qui vont recevoir des noms spécifiques, être honorés, un peu comme on va dire des baptêmes. Au moment de rite de passage, en fait, hein, c'est ça. C'est vraiment pour les petits. C'est vraiment pour les petits. Et pour ces fêtes, en fait, en général, quasiment tous les membres du village vont partir en expédition de chasse, qui peut durer 1 voire 2 mois. Je les ai déjà suivis plusieurs fois. Donc, ce sont des moments vraiment extraordinaires. Et là, c'est intéressant. C'est pas seulement les chasseurs qui partent. Il y a les femmes, il y a les enfants. Tout le clan part chasser. C'est ça. Et se déplace. Parfois, il peut arriver pour certaines cérémonies que seuls les hommes partent, mais parfois tout le village part. Et là, oui, c'est vraiment.
L'objectif premier est de trouver des tortues qui vont être, on va dire, c'est pas que cet objectif-là, mais ils partent à la motivation, on va dire, est de partir à la recherche de tortues qui vont être consommées à la fin pour un grand banquet donné en l'honneur des enfants au retour au village. Bon, sachant que je précise que, parce que des gens pourraient dire, oh là là, ils mangent des tortues, mais sachant que c'est de temps en temps et que c'est sur leur terre qu'on peut trouver ces tortues et que l'on peut trouver... Elles ne sont pas en voie de disparition. Non, pas du tout. Alors qu'à l'extérieur de ces terres, ils sont en voie de disparition. Ces peuples savent justement prélever avec respect le minimum des ressources naturelles et les protéger. Donc nous avons beaucoup à apprendre d'eux d'ailleurs. Alors, Émilie Baroucan, j'aimerais qu'on parle justement de cette relation très particulière qu'ont les Kayapos avec la nature. Je dis les Kayapos, on pourrait élargir aux autres peuples autochtones, mais ce lien avec la nature, vous, depuis 22 ans maintenant, vous partagez leur vie. Qu'est-ce qu'ils vous ont enseigné sur ce lien particulier qu'ils développent avec la nature ? Déjà, c'est vrai que pour eux, déjà ce qui est vrai, l'homme fait partie de la nature. Ils sont un élément de la nature. Voilà. Mais après, c'est le cas. Nous sommes un élément de la nature, mais on l'a un peu oublié, nous. Ici, on l'a complètement oublié. Donc, on l'exploite et on la détruit, alors que eux ont vraiment cette compréhension. Mais ils le formulent. Je veux dire, c'est dans leur formulation, c'est dans leur cosmogonie de dire qu'ils sont un élément de la nature et pas à part. Bien sûr, oui. Et donc déjà pour eux, tous les êtres sont à égalité. Par exemple pour eux, que ce soit les animaux, les plantes, ont une intériorité humaine. Ils ont une âme quelque part. Ils ont une âme. Ils pensent comme nous. Ils ont une conception. Pour eux, par exemple, ils vont les animaux ou par exemple les plantes vont avoir une vie comme la nôtre, mais que nous ne pouvons pas voir, que seuls les chamans vont pouvoir voir, ou que nous pouvons voir durant les rêves. Donc pour eux, par exemple, un jaguar va penser comme nous, a une intériorité, en fait une forme humaine que nous ne voyons pas, mais un habit qui est la peau du jaguar que nous voyons. Par contre, les chamans peuvent voir leur forme humaine. Et ces jaguars pensent comme nous, vivent comme nous. Donc pour eux... Et c'est la même chose pour le fleuve, c'est la même chose pour les arbres, c'est la même chose pour le vent. Par exemple, c'est différent suivant chaque peuple, mais en général c'est ça, oui. Donc ce qui fait déjà que pour eux, chaque être est déjà au même niveau que les humains. Alors que nous voyons les êtres de la nature comme même des biens, on va dire, de consommation et à consommer pour en particulier pour les besoins de l'homme. En Amazonie, je veux dire, quand ils sont confrontés à la déforestation, les hommes viennent pour prendre le bois pour le vendre. Les orpailleurs, qui sont nombreux en Amazonie, viennent pour prendre l'or qui est dans la terre. Et là, on est dans un rapport qui est complètement différent. Tout à fait. Et en plus de ça, ils ont complètement conscience que pour pouvoir vivre, ils ont besoin des éléments de la nature. Donc, bien sûr, ils ont besoin de manger, donc de chasser, de prendre des plantes aussi pour se nourrir. Parce qu'ils cultivent aussi. Oui, ils sont cultivateurs, ils ont des jardins. Ils ont des plantations, oui. Et que pour continuer à vivre comme ils le souhaitent, ils doivent justement préserver les animaux et les plantes. Ils prennent le minimum pour se nourrir, pour vivre, mais ils doivent préserver le reste, et notamment préserver la forêt, pour en fait maintenir cet équilibre et pouvoir continuer à vivre.
Voilà. La question de la préservation de la forêt, est-ce qu'elle se posait avant l'arrivée des Blancs chez les Amérindiens? Alors bien, c'est Parce qu'on bien parle sûr. de préservation, Oui. nous on parle de préservation Oui. de la forêt. Eux, est-ce que c'est une question qu'ils se posaient ou la forêt était là et ils vivaient avec? Ils étaient un élément de la forêt. Ah si, quand même. Bon, il y a deux choses. Actuellement, bien sûr, ils vont être plus dans la protection de la forêt face aux orpailleurs, face aux bûcherons. Voilà. Mais après, ils ont toujours eu quand même cette façon de penser qui est, nous faisons partie enfin, c'est pas leur mot, mais écosystème. Et pour pouvoir continuer à vivre, nous avons besoin nous prenons le minimum. Si nous, je dirais, prélever trop de la nature signifie destruction et peut avoir une conséquence négative aussi pour eux. Donc ils sont dans cette conscience de nous prenons de la nature pour vivre, mais pour pouvoir continuer à vivre, nous devons respecter les ressources. Vous voyez, et pas gâcher et ne pas détruire et prendre sans limite. Ils ont un rapport à l'avoir, à la possession, qui est quand même très particulier. Ils possèdent peu de choses, en fait. En étant semi-nomade, il faut aussi être léger. Il ne faut pas accumuler trop de biens. J'aimerais que vous nous expliquiez ce rapport qu'ils ont à la possession, puisqu'à plusieurs reprises, ils vous ont dit, mais vous, les Blancs, votre problème, c'est que vous voulez toujours posséder plus. Pouvez nous parler de cet aspect, ce lien à la possession? Déjà, c'est vrai qu'au niveau matériel, ce sont des peuples qui ne sont pas matérialistes et qui, pour eux, les biens sont des moyens de consolider les relations entre les gens. Par exemple, il y a certains objets qui sont très importants pour eux, pour les rituels, qu'ils vont garder. Donc des plumes souvent. Oui, des couronnes de plumes. Des flèches. Voilà. Et après, ils vont avoir d'autres objets comme des bracelets, des colliers ou d'autres, et qu'ils vont partager entre eux. Voilà, le don tient une grande place. Donner ou échanger pour consolider en fait les liens entre les gens. Pas pour accumuler. Non, ils ne sont pas du tout dans l'accumulation. Ce qui entraîne aussi un meilleur respect, bien sûr, des ressources naturelles. Alors que nous sommes complètement dans l'accumulation et la consommation outrancière qui fait que nous participons, chacun de nous, à la destruction des ressources naturelles. Visage RCF. Mais Émilie Baroucan, ce modèle qu'on est en train de décrire et que vous connaissez bien en tant qu'ethnologue, mais aussi en partageant la vie de ces peuples, est-ce qu'il est adaptable à presque 10 milliards d'habitants sur la Terre? Je m'explique, au Brésil, aujourd'hui, il y a 213 millions d'habitants. Les peuples autochtones, dans toute l'Amazonie, ça représente à peu près combien? Au Brésil, parce que l'Amazonie est sur plusieurs pays, qu'au Brésil, on recense à peu près 1 million de personnes dans les villages et à peu près la même chose dans les villes. Plus ou moins intégrés dans les villes. Oui. Donc, voilà, ma question c'est, est-ce que ce mode de vie-là, de chasse, de pêche, n'est pas lié au fait qu'ils sont peu nombreux? Dans les villages Kayapos, ce sont des villages de 60 à 200 personnes maximum. 500, ça dépendait. Ouais. Enfin, c'est des petits villages, c'est moins de 1000 personnes. Est-ce que en fait c'est un mode de vie qui convient à un tout petit nombre de personnes et qui n'est pas adaptable à notre société et aux presque 10 milliards d'habitants que nous serons dans quelques années? Alors peut-être pas le mode de vie chasse et pêche, mais il y a beaucoup de choses, je veux dire, chez ces peuples qui sont adaptables à notre vie, oui. Comme quoi alors, par exemple? Eh bien, comme justement consommer moins, faire attention à sa consommation, d'acheter en conscience, en conscience, de se rappeler que ce que nous achetons provient de la nature. Et, que tout provient de la nature. Tout provient de la nature. Donc, au lieu de s'acheter, je sais pas moi, 3 voitures, autant s'en acheter qu'une, même quand on a les moyens. Ou au lieu de s'acheter 10 robes, autant en acheter peut-être 3, je sais pas, voilà. Essayer de se rappeler que ce que nous achetons, ce que nous consommons provient de la nature. Donc, et a un impact limité. Sur la nature. Bien sûr. Par exemple, voilà. Vous vous intéressez, bien sûr, en tant qu'ethnologue, à tous les aspects du
vivre ensemble de ces communautés Kayapo avec lesquelles vous vivez. On a dit cette importance du don, donc de la relation, l'importance du partage, l'importance du don. J'aimerais qu'on parle de la place de la famille, puisque j'ai eu l'impression en vous lisant que la famille était quelque chose d'essentiel, pratiquement au cœur de leur relation. Vous pouvez nous parler de comment fonctionne la famille chez les Kayapo? Oui. Alors déjà, concernant le bonheur, alors j'ai eu de nombreuses discussions avec eux pour savoir ce qui les rendait heureux et ce qui, pour eux, apportait le bonheur. Et l'un des éléments qu'ils m'ont précisé était la famille. Voilà, passer du temps auprès de ceux que l'on aime. Passer du temps auprès de sa famille, sachant qu'on ne sait pas ce qui se passera demain. On peut mourir demain et être, apprécier chaque jour l'instant présent. Et c'est vrai que, par exemple, ça, c'est quelque chose de totalement adaptable ici parce que on oublie de plus en plus, les gens travaillent jusqu'à très tard et n'ont pas le temps n'ont pas assez de temps pour leur famille, pour leurs enfants, ou souvent les gens rentrent du travail stressés et sont désagréables avec les leurs, et les familles, aussi en France, sont de plus en plus éclatées. Par exemple, un grand chef me disait oui, chez vous, les jeunes sont poussés à partir très tôt de chez eux. Alors que chez nous, et même, chez nous, et pour nous, d'être auprès, même quand on est adulte, d'être auprès de notre famille, c'est tellement important. Mais ils vivent tous proches les uns des autres, en fait. Les images que j'ai vues du chef Raoni, il est entouré par ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants. Tout le monde est là, tout le monde est autour de lui, avec lui. Oui, tout à fait. C'est l'esprit du clan, en fait. Et qu'on oublie complètement ici. Aussi concernant les anciens. Pour eux, les anciens, que ça soit les anciens de la famille, les grands-parents, ou que également les autres anciens, pour eux, ce sont les personnes qui ont le plus de valeur dans la société. Alors qu'ici, c'est un peu le contraire. Et je pense qu'aussi, il faut s'inspirer d'eux, et aussi que les enfants, ici, aient cette notion qu'un ancien, c'est quelqu'un qui a beaucoup de savoir, qui connaît et qui peut guider les jeunes. Et ils ont cette conception-là, là-bas, où pour eux, l'ancien, c'est celui qui sait. L'ancien, c'est celui que l'on respecte. Parce qu'ils sont dans un mode de vie traditionnel où les choses ne bougent pas et n'évoluent pas aussi vite que chez nous. Aujourd'hui, nos anciens, ils sont complètement dépassés par les nouvelles technologies. Ils sont has-been, comme on dit. Alors que là-bas, le chef Raoni, c'est celui qui a vécu vieux, qui connaît la forêt, qui connaît les plantes, qui sait survivre dans la forêt. Il a des choses à transmettre. Mais il n'est pas confronté à cette modernité. Oui, mais il n'y a pas que les nouvelles technologies ici. Je pense que c'est aussi... il est important que les parents, que les adultes enseignent davantage aux enfants le respect des anciens. Parce qu'un ancien, il a vécu. Un ancien, il sait. Et même si, dans son enfance, il n'y avait pas de nouvelles technologies. Et alors que les jeunes ne savent pas. Donc, Non, mais je fais volontairement l'avocat du diable pour vous dire qu'on est quand même dans deux modes de vie totalement différents. Je veux dire, je me demande comment vous vivez le fait d'aller vous immerger pendant 3 mois, 6 mois dans une ethnie, un groupe de mode de vie très traditionnel, et puis revenir ici en France et retrouver ce mode de vie occidental. Comment vous vivez ça? Alors, c'est une question d'habitude. Au départ, ce ne fut pas facile, surtout que j'habitais à Paris. Donc, le contraste était vraiment dur à vivre. En même temps, vous habitez Marseille, donc voilà, c'est pas une Marseille, c'est plus facile. Ah, c'est plus facile que Paris. Parce qu'après, c'est une grande ville quand même. Je reviens en France et que je survole les calanques et que je vois le soleil, c'est plus facile de revenir en France. On va dire que d'aller là-bas, pour moi, c'est pas difficile. Vraiment, j'aime être auprès de ces peuples. Ils ont une telle sagesse. Et par contre, de revenir ici, c'est plus dur. Mais maintenant, c'est moins dur. Aussi parce que de vivre auprès d'eux m'a permis d'avoir, je pense, une meilleure compréhension de notre société ici, d'avoir un plus grand détachement et de finalement appliquer, mettre
appliquer certaines choses que j'ai apprises auprès d'eux ici. Comme quoi, par exemple? Alors, donnez-nous des éléments que ces peuples vous ont transmis et qui ont changé votre rapport à la vie en Occident. D'accord. Alors déjà, de passer plus de temps dans la nature. Pour eux, la nature leur apporte du bonheur. Donc pour eux, c'est très... Bon, déjà, ils vivent dans la nature, mais pour eux, voilà, c'est l'un des éléments qu'ils désignent comme étant donc, source de bonheur. Il vous invite à être plus souvent connecté avec la nature. Voilà, c'est ça. À partir marcher dans la forêt, dans les montagnes. C'est ça. Et d'ailleurs, là-dessus, donc j'ai fait quelques recherches et je suis tombée sur plusieurs études qui démontrent que justement, d'être dans la nature, déjà réduit le stress, permet de mieux dormir, réduit également l'anxiété et également protège contre des troubles neurologiques, des troubles psychiatriques et a des effets très positifs sur certaines maladies comme l'Alzheimer par exemple. Donc se reconnecter à la nature, voilà, ça c'est une première chose importante. Ensuite, suivre son cœur. Alors pour eux, si tu suis ton cœur, tu arriveras au bonheur et à la liberté. Alors, qu'est-ce que c'est suivre son cœur ? Sentir la liberté. Suivre son cœur. Alors, on peut tous le faire, mais c'est vrai qu'ici, la difficulté, c'est que on a été quelque part formaté pour suivre plutôt notre mental. Voilà. Eh bien, suivre son cœur, c'est suivre ce que l'on aime, ce que l'on sent au fond de nous, qui est juste et qui nous plaît. Et parfois, on se dit non. La raison reprend le dessus. On se dit non, je ne vais pas faire ça, je vais plutôt... Et ce qui fait que on ne suit pas le chemin du bonheur et on fait des erreurs. Comme par exemple, aussi, justement, quand j'avais une discussion là-dessus avec eux, il m'a dit, par exemple, toi, tu as suivi ton cœur, maintenant tu es là avec nous. Tu as suivi ce qui, au fond de toi, était ce que tu souhaitais. Et ils ont raison. Pour moi, d'être auprès d'eux et d'agir pour eux me procure énormément de bonheur. Et c'est vrai que en France, en Occident, on a tendance, par exemple, à détourner les jeunes de ce qu'ils souhaitent faire, de leur cœur, finalement. Il y a plein de jeunes qui ont des dons, qui ont des souhaits, qui rêvent, voilà, de faire tel ou tel métier. Et finalement, souvent, les parents ou même les professeurs vont les orienter vers un autre chemin, vers un métier qui semble plus sécurisant au niveau financier, au niveau... Et puis, ce n'est que parfois plus tard, longtemps, voilà, adultes, que ces personnes qui avaient été mal orientées jeunes se rendent compte qu'en fait, ils ne sont pas heureux, parce qu'ils ne sont pas du tout dans la voie qui était celle de leur cœur. Ce que vous appelez la voie du cœur. Voilà. Alors, en vous lisant Émilie Barucan dans ce livre, Les gardiens de la forêt, j'ai vu que l'éducation des enfants est très différente de la nôtre. C'est-à-dire qu'une mère qui accouche va rester, j'irais presque collée à son enfant, ou plutôt son enfant va rester collé à elle pendant très longtemps. Elle va l'allaiter jusqu'à 3-4 ans. Elle va dormir avec lui pratiquement tout le temps. Les enfants, jusqu'à 4 ans, restent collés à leur mère. Et alors, ça, c'est aussi un exemple que l'on peut suivre, que j'ai suivi moi-même. Pas jusqu'à 4 ans, mais je suis maman d'un garçon. Et qui est pré-ado maintenant. Mais c'est vrai que, par exemple, je l'ai allaité jusqu'à 2 ans et demi. Et j'ai vraiment suivi leur exemple parce que j'ai pu voir que les enfants étaient tellement bien, tellement en harmonie. Mais là-bas, on n'entend jamais un enfant pleurer, par exemple. On ne le laisse pas la nuit tout seul non plus. Hein. Non, pour eux, laisser un enfant seul la nuit, mais... Ils trouvent ça, je leur ai raconté qu'ici, souvent, le bébé... il est dans sa chambre. Il est dans sa chambre, dans son lit. Mais ils me disaient, mais quelle horreur. Je leur racontais, aussi, on les laisse... Voilà, on préconise aux mamans d'espacer les tétés, et donc l'enfant souvent pleure. Ils trouvaient ça tellement horrible. Non, pour eux, déjà, l'enfant est porté, tête à la demande... Et dort avec avec ses parents, avec sa maman, enfin des fois avec le papa aussi, mais et donc ça en fait justement, il y a plein d'études aussi qui ont été menées sur l'allaitement et
Et le portage. Ça développe les anticorps et ça fait des enfants qui sont plus épanouis. Vous pensez, vous, que ces enfants bien sûr. avec lesquels vous vivez chez les Kayapo sont plus épanouis, ont plus confiance en eux? Bien sûr. Ça crée une solidité. Parce qu'à partir de 7-8 ans, à ce moment-là, c'est différent. Là, surtout pour les garçons, ils partent du côté des hommes. Et là, il y a ce qu'on a perdu, nous, c'est-à-dire des rites d'initiation où ils doivent devenir des guerriers eux aussi, parce qu'on l'a pas dit, mais les Kayapo, c'était de redoutables guerriers. Donc, en fait, on les chouchoute pas et on les bichonne pas comme ça très très longtemps. C'est ça. Et d'ailleurs, les Kayapo sont toujours des guerriers. Je veux dire, s'ils ont toujours cette grande terre, c'est parce que... Ils défendent leur terre. Ah, bien sûr. Et ils sont prêts à se battre pour ça. Voilà. Donc, les enfants, filles et garçons, vont rester auprès des femmes... donc jusqu'à 7-8 ans. Enfin, les filles continuent, mais à partir de 7-8 ans, les garçons vont aller plus avec avec les hommes. Avec leur papa, mais pas qu'avec leur papa. Hein. Aussi, ils vont commencer à être emmenés parfois dans la maison des hommes. Et puis petit à petit, y passer plus de temps. Et notamment, donc je veux dire, vous parliez de rite, oui, de passage. Donc, le passage, donc, par exemple, de l'enfance à l'adolescence. Donc, il y a des rites à la fois chez les garçons et chez les filles. Et c'est vrai que chez les garçons, donc là, c'est un moment qui va leur permettre, enfin, le rite de passage va leur permettre de rentrer dans la classe d'âge des Menolonul, on va dire quelque part, ça veut dire adolescents. Et donc là, ils vont commencer à vraiment être présents dans la maison des hommes. Ils n'auront pas encore une place politique à vraiment pouvoir s'exprimer, mais ils vont commencer vraiment à être dans la vie des adultes, à écouter les hommes. Et ils apprennent beaucoup, vous le dites dans votre livre, en observant et en répétant ce que font les adultes. Oui, notamment par exemple dans cette maison, donc les hommes fabriquent leurs armes, leur couronne de plumes. Donc les jeunes vont commencer à apprendre à ce moment-là. C'est l'enseignement par l'exemple. Voilà, aussi. Oui, ça marche aussi pour les petits. Hein. Par exemple, tout jeunes, les enfants vont suivre les adultes dans leurs activités et vont apprendre. Ce qui fait qu'en fait, à l'âge adulte, ce sont des spécialistes dans plein de matières. Alors qu'ici, on a tendance vraiment à mettre les enfants dans un coin avec leurs jouets et à ne pas les laisser participer à la vie des adultes. Et je pense que ça, pour le coup, on pourrait aussi s'inspirer d'eux. Ils vont aussi parler de tout avec les enfants. Parler de tout et leur montrer aussi, ne pas les protéger tant, comme nous le faisons ici, des dangers. C'est vrai qu'ici, ça va être « Ah non, fais pas ça, ah non, c'est dangereux ». Alors que là-bas, les adultes vont leur expliquer les dangers, vont leur montrer. Parce qu'il y en a des dangers quand même autour Bien sûr, d'eux, dans la jungle. Il y a des dangers. Oh. Il y a les jaguars, il y a les serpents. C'est pas une sinécure non plus, la forêt. Ce qui fait qu'en fait, mais les enfants, donc on va leur montrer comment s'adapter aux dangers, mais on va pas les couper en leur empêchant dans la forêt, en leur empêchant de faire ci et de faire ça. Non, on va leur montrer comment s'en protéger. Mais ce qui crée des enfants vraiment mais confiants, qui débrouillards, qui savent faire vraiment plein de choses. Et des adultes qui deviennent aussi confiants. Parce que, attendez, quand je vous écoute, là, c'est un tableau, j'ai l'impression c'est Jean-Jacques Rousseau, le bon sauvage, où tout est beau. On entend aussi parler de peuples et de personnes qui se suicident, qui tombent dans l'alcool, qui vont mal dans ces communautés. Là, vous ne nous en parlez pas. Tout est beau, tout est merveilleux. Alors, après, c'est pas... Oui, là, vous parlez de suicide, ou ça arrive à certains peuples. C'est pas une généralité. Sinon, c'est le cas, par exemple, chez les Guarani Kaiowá, où c'est vrai que... Qui sont aussi au Brésil. Hein, voilà, au Brésil, mais parce qu'en fait, on leur a volé quasiment toute leur terre. Et qui sont dans une situation complètement dramatique... Et notamment, par exemple, il n'y a pas si longtemps que ça, voilà, j'ai vu un film, une vidéo prise où en fait des fermiers avaient construit une sorte de tracteur qui ressemblait à un tank
il leur tirait dessus avec des balles en caoutchouc, mais quand même, il y en avait blessé certains. Et l'un de ces sortes de tanks était passé sur les jambes d'une vieille femme. Voilà. Et en même temps, en les aspergeant d'insecticides. Et vous voyez, donc c'est horrible. Donc on peut comprendre que voilà, à force de lutter, de lutter et de ne pas y arriver, que parfois ils puissent être vraiment dans la détresse. Mais c'est pas le cas, par exemple, des Kayapos, qui ont justement une grande terre, qui peuvent vivre selon leurs coutumes. Et c'est vrai qu'au Brésil, par exemple, il y a une grande diversité. Certains peuples, comme les Kayapos, ont de grandes terres, vivent toujours de chasse, de pêche, en semi-nomades. Et puis d'autres vivent, sont face à des situations très, 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 très dures. Alors Émilie Barucan, j'aimerais bien qu'on parle maintenant de ce combat que mène Raoni, celui qui vous a adopté. Vous faites partie de sa famille. On le voit souvent venir en Europe. On le reconnaît avec ce plateau labial qu'il a, avec ses coiffes de plumes. Depuis les années 70, on peut dire que c'est un lanceur d'alerte. Il a très tôt annoncé le danger de la déforestation en Amazonie. Cet homme qui ne cesse pas depuis pratiquement 50 ans maintenant à annoncer le danger de la déforestation, dans quel état intérieur est-il aujourd'hui ? Il est usé, il est fatigué, et surtout de voir qu'on ne l'écoute pas ou pas assez. Ou il est toujours combattant ? Non, il est toujours combattant. Après, là, il est âgé, il a eu quelques problèmes de santé, mais il est toujours combattant et continue. Mais il a attrapé le Covid et il a survécu au Covid. Voilà. Mais il est dans quel état d'esprit ? Parce que lui, pour son groupe, il a préservé. Enfin, ils ont vraiment une zone qui est préservée. Mais il sait très bien ce qui se passe dans d'autres régions du Brésil, où il y a de la déforestation massive, où les orpailleurs sont là, où il y a des projets de barrages. Donc, il continue. C'est pas pour ça qu'il est pessimiste et qu'il baisse les bras. Non, il continue. Et aussi, c'est ce qui fait aussi sa force intérieure. Après, bien sûr, il est conscient de tout ce qui se passe. Et des fois, oui, il se dit, j'ai dit depuis longtemps que si la destruction de l'environnement continuait comme ça, que des grands vents, il a parlé de changement climatique qui allait arriver, et il n'était pas très écouté, alors que maintenant, c'est le cas. Mais après, il continue. Et même, par exemple, les jeunes Kayapos, et notamment, je parlais de son petit-fils Beptouk, l'écoutent et suivent son combat. Et ils prennent la relève. Voilà. Et ça, c'est vraiment magnifique. Et notamment, là, dernièrement, je participais à une conférence et j'ai fait inviter son petit-fils. Il disait, nous, les jeunes, on continue le combat de mon grand-père et tout ce qu'il a dit, il avait raison, il a raison, et on continue à divulguer sa parole et maintenant on essaye aussi de s'unir à d'autres jeunes, d'autres peuples, et il y a un mouvement aussi, ça c'était intéressant. Il me disait, maintenant on voit aussi que chez vous, les jeunes aussi se mobilisent pour la protection de la nature. Et aujourd'hui, très concrètement, aujourd'hui au Brésil, Lula a été réélu. Il y a eu cette période terrible avec Bolsonaro, où Bolsonaro détestait les Indiens. On peut utiliser ce mot. Oui. Enfin, lui, il aurait souhaité qu'ils soient tous tués. Comme ça a été le cas en Amérique du Nord. C'est il a même dit une phrase comme ça. Oui. La période Bolsonaro a été une période terrible. Il y a eu beaucoup de déforestation. Beaucoup d'assassinats. De leaders autochtones aussi. Ouais. Aujourd'hui, on est dans quelle situation ? Est-ce que Lula va arrêter, je dirais, le développement économique de son pays
qui s'appuie quand même beaucoup sur la déforestation, sur le soja. Bon, déjà, il a créé donc un ministère pour les peuples autochtones, ce qui n'existait pas auparavant, et a mis à sa tête Sonia Guajaja, là, qui est une grande leader, vraiment qui se bat aussi pour la protection de l'Amazonie et la défense des peuples autochtones. À la FUNAI, donc il a mis à la tête de la FUNAI aussi une grande leader autochtone. Je rappelle, la FUNAI, cet organisme qui s'occupe de préserver la vie des peuples autochtones au Brésil. Voilà, protection des terres autochtones et qui fait partie du gouvernement brésilien. Il s'est engagé aussi à reboiser, à protéger la forêt. Bon, là, quand même, c'est vrai que le mois dernier, la déforestation a atteint un pic quand même très important. C'est ce qu'on lit, c'est ce que les chiffres qui nous sont donnés, c'est que la déforestation continue en Amazonie. Voilà. Alors après, c'est sûr que ce n'est pas simple, parce que même s'il est à la tête du pays, il y a aussi... des intérêts économiques qui sont énormes. Énormes, et puis il y a tout un système qui avait été instauré par Bolsonaro à changer. Donc je pense qu'il lui faut un peu plus de temps pour changer tout ça. Bon là, c'est vrai que dernièrement, donc des représentants autochtones de tout le Brésil, la semaine dernière, se sont réunis à Brasilia pour justement manifester et dire que voilà, qu'ils avaient beaucoup souffert et qu'ils souffrent encore de beaucoup de violence et suite à la manifestation, Lula a signé en fait l'accord pour la reconnaissance de plusieurs terres, de 6 terres autochtones qui attendaient cette reconnaissance. Donc territoires qui vont être protégés, comme le territoire des Kayapo. Donc c'est vraiment, et ça faisait très longtemps en fait que les peuples autochtones attendaient que des terres qui leur appartiennent en fait, traditionnellement, soient officiellement reconnues comme les leurs. Mais Émilie Baroucan, il y a une pression énorme dans les villes comme Sao Paulo, Rio. Il y a une grande pauvreté dans le nord-est. Il y a une grande pauvreté. Et donc il y a des hommes, des femmes qui veulent avoir des terres, qui veulent aller défricher pour pouvoir créer leur propre terrain. Comment on va pouvoir tenir, je dirais, ces deux réalités qui semblent inconciliables? C'est-à-dire ces peuples amérindiens dont vous êtes proche, qui veulent garder et préserver leur forêt dans laquelle ils vivent, et ça on le comprend, mais en même temps cette pression démographique, des millions de Brésiliens qui veulent lutter contre la pauvreté et changer leur vie par l'agriculture, par l'élevage. Souvent, ceux qui menacent les peuples autochtones et la forêt, ce ne sont pas des gens pauvres, ce sont des gens très riches et qui ont des fermes immenses, donc ce sont plutôt des riches qui en fait, et c'était à eux de changer leur manière de faire. Et par exemple, au lieu de couper la forêt pour installer des champs de soja, maintenant, il est possible d'acheter des terres qui ont été déjà défrichées et d'utiliser l'agriculture régénérative ou syntropique qui permet de régénérer les sols. Donc il y a un mouvement au Brésil et même international pour la promotion de cette agriculture qui peut être vraiment l'une des solutions à la déforestation. Maintenant, au Brésil, on n'a plus besoin de couper la forêt. Il y a tellement de terres qui ont été déjà des parties dévoisées qu'on peut produire sur ces terres avec ces techniques qui ressemblent à la permaculture. Avec votre ONG Wayanga, vous pointez du doigt aussi la responsabilité des Européens. Parce qu'on se dit, c'est le problème du Brésil, c'est le problème des grosses entreprises brésiliennes. En fait, vous dites non. Nous, en Occident, nous avons aussi notre part de responsabilité. Bien sûr, on participe à la déforestation de l'Amazonie et des forêts du monde. Alors, de quelle manière ? Alors, par exemple, beaucoup d'entreprises, de grands groupes européens vont acheter des produits qui proviennent de la déforestation. Ils vont acheter à des entreprises qui sont les entreprises qui détruisent le plus la forêt. Il y a aussi beaucoup... Donc le bois, mais aussi le soja. C'est ça. Le soja ou même la viande, plein du cuir. Donc il y a aussi beaucoup des banques qui investissent dans ce type d'entreprise, qui détruisent la forêt, des banques françaises et européennes. Donc ça doit changer. Alors c'est vrai et nous, comme consommateurs, on a une responsabilité aussi. Et puis aussi, bien sûr, donc
Donc par exemple, en achetant des produits qui proviennent de ces grands groupes, de ces entreprises qui achètent à ceux qui détruisent. Alors après, les choses vont j'espère, changer bientôt, parce qu'en fait, une loi vient d'être adoptée par le Parlement européen, qui est une loi contre la déforestation importée. Donc, ce qui signifie que dans peu de temps, les entreprises européennes vont devoir vraiment justifier que leurs importations ne proviennent pas de déforestation. Donc, il va y avoir tout un contrôle avec des satellites, mais aussi ADN de l'Europe pour vérifier vraiment tout ça. Après, pour la partie financière, malheureusement, ça comprend pas la partie financière. Mais en même temps, c'est plus dur de tracer les investissements des grands groupes et des grandes banques. Et des en même temps, non, il y a plein de rapports qui ont dénoncé et mais après, c'est à eux quand même de changer et d'aller vers une finance durable, ce qui est aussi un élan qui est en train de se mettre en place et ça j'y crois, sachant que moi-même je conseille en fait certains, je travaille auprès de fonds d'investissement qui sont des fonds d'investissement qui sont engagés pour une finance durable, éthique et par exemple là j'en ai aidé un à créer un fonds à impact. Et je les aide à vérifier que l'impact de l'investissement n'est pas d'impact négatif ni sur l'environnement, ni sur les peuples autochtones, et au contraire, faire en sorte qu'ils aient des impacts positifs sur l'environnement et sur les peuples autochtones en mettant en place des projets pour leur bien. Et ça, je pense que c'est vraiment positif. Et ceux qui encore investissent dans des entreprises qui ne respectent pas les peuples autochtones et détruisent l'environnement, ont tout à fait la possibilité d'aller vers ce chemin durable, éthique et positif. Visage, l'expression de l'être. Émilie Barucan, est-ce qu'au sein de votre ONG, Wayanga, vous achetez des terres pour permettre à certaines minorités de pouvoir rester sur leurs terres? Je pense les Guaranis, vous nous avez parlé des Guaranis tout à l'heure, qui ont quasiment perdu toutes leurs terres. Est-ce que vous le faites comme, je l'ai vu avec les Indiens Kogi, par exemple, il y a une association qui aide les Indiens Kogi de Colombie à racheter des terres. Est-ce que vous faites la même chose? Alors là, justement, actuellement, on est en recherche de financement pour acheter une terre. Donc, si des gens veulent nous aider à financer cette terre, ils peuvent nous contacter. Donc, notre site, c'est wayanga.net, wayanga.net. Ce serait une terre où ça et pour quel peuple? Donc, une terre pour les Indiens Guarani et dans l'état de Sao Paulo, dans la vallée d'Aribeil. En fait, c'est une... Là-bas, on n'est pas en forêt amazonienne, mais on est en forêt atlantique. Donc, c'est une forêt tropicale encore plus menacée que la forêt amazonienne. Pratiquement complètement disparue. Voilà, et cette terre, ce sont les Guaranis qui nous ont demandé de les aider à acheter une terre, à la fois pour y vivre en sécurité, parce que c'est vrai qu'ils ont vécu plusieurs expulsions et que leur situation est très très difficile. Donc, pour pouvoir vivre en sécurité, protéger aussi cette forêt de la déforestation, parce que là-bas aussi il y a beaucoup de déforestation, une grosse pression des fermiers. Et aussi leur idée est d'y protéger leur médecine traditionnelle et de recevoir en fait des personnes, qu'elles soient de peuples autochtones ou aussi des occidentaux, pour leur apporter des soins, proposer des sortes de retraites ressourçantes que je pense qui seront très bonnes pour tous les gens atteints de burn-out ou de surmenage et se reconnecter à soi-même et aussi bénéficier de la sagesse de ces peuples. Alors justement, pour terminer, Émilie Barucan, vous avez reçu beaucoup de ces peuples. Vous écrivez dans votre livre, ces peuples ont transformé ma vie en me libérant de nombreux conditionnements. Je ne vais pas vous demander de nous énumérer tous ces conditionnements, nous sommes à l'issue de cet entretien. Mais qu'est-ce qui a le plus changé dans votre vie au contact de ces peuples? Comment vous pourriez le formuler? Je me sens libre, je dirais. Souvent, en fait, mes amis me disent « Ah, mais toi, t'es libre ». Et en fait, être libre, c'est surtout intérieur.
Et c'est vrai que je pense justement que c'est grâce à eux, en suivant, comme je parlais du cœur, en suivant mon cœur, en étant plus détaché par rapport au matérialisme et en faisant attention à ma consommation, en consommant avec conscience et en faisant attention à la nature, en passant du temps dans la nature, en donnant du temps aux gens que j'aime, en prenant soin de moi. Et voilà. Ça, c'est grâce à eux. C'est parce que ce que vous décrivez là, c'est ce qu'on entend aujourd'hui dans toutes les revues de développement. Oui, alors, c'est une très bonne formation d'être auprès de... D'ailleurs, dans mon livre, vous pourrez apprendre plein de choses pour suivre ce chemin-là. Mais par exemple, voilà, au niveau du respect du corps et de l'esprit, hein, puis il me disait, mais chez vous, les gens travaillent. Ah oui, ça, je trouve ça formidable. Il me disait, alors, la nuit a été créée pour dormir. Mais chez vous, les Blancs, ils travaillent le jour, ils travaillent la nuit. Ils sont comme des piles, ils savent pas s'arrêter. Voilà. Il me disait, nous, le jour, on travaille et la nuit, on dort, on se repose et on rêve. Les Blancs, ils ne savent même pas, en fait, rêver parce que quand ils vont se coucher, ils sont tellement fatigués que des fois, ils n'arrivent même pas à dormir parce qu'ils sont trop stressés ou des fois, ils dorment comme des masses. Et c'est vrai qu'ils m'ont aussi... voilà, je pense, je fais plus attention à mon corps et aussi à mon mental. Eh bien, merci beaucoup, Émilie Barucan. Je renvoie à votre livre, Les Gardiens de la forêt. Alors, je tiens à signaler que c'est un livre sur le mode de vie des Indiens et sur ce que vous avez découvert. C'est pas un livre sur les questions politiques et les questions d'environnement. Plus un livre, on va dire, ethnographique et puis de développement personnel d'une certaine manière. Merci beaucoup, Émilie Barucan, d'être venue nous aider à mieux connaître ce peuple Kayapo et aussi Raoni. Et puis, bien sûr, je renvoie à votre ONG Wayanga, W-A-Y-A-N-G-A. Tout le monde pourra trouver sur Internet le site avec beaucoup d'images sur ce que nous venons d'évoquer. Merci. Visage, une émission proposée par Thierry Lyonnais, réalisation technique Philippe Faure.